Point un cul. Hey, hey, hey. Point un cul. Just point un cul. Hey, you can't stop me, oh, you can't stop me. Point un cul. You can't stop me, oh, you can't. La littérature en ligne a tout de suite été très médiatisée, vulgarisée, où on a voulu emmener un peu tout le monde vers ce sens-là. Et aujourd'hui, on a avec nous Moukat Distribution, qui est Mboulé Badji. Elle est de Moukat Distribution. Et pour moi, pour ma part, aujourd'hui, en tant que distributeur, que pensez-vous un peu de tout cela et qu'est-ce que aujourd'hui, en tant que distributeur, vous faites éventuellement pour que les livres puissent être mieux vendus? Est-ce qu'en amont, il faut que forcément l'auteur ou la maison d'édition fasse tout ce travail de communication? Est-ce que vous en faites autant? Et aussi, en parlant justement de tout ce qui est livre numérique, est-ce que vous le faites aussi au niveau de Moukat Distribution? Et aussi, on a un problème souvent dans les chiffres. Parce que le best-seller, c'est un terme de chiffres. Est-ce qu'on connaît de façon concrète le nombre d'exemplaires vendus, par exemple, par Alassane Koumet ou bien par Ousmane Ciss? Est-ce qu'on arrive éventuellement dans votre librairie à pouvoir identifier que voilà, tel mois, on a vendu tel nombre d'exemplaires de tel auteur, et ça permet aussi de pouvoir justement classifier les différents auteurs au cours de l'année. C'est justement pour ma part, c'est ça qui nous manque actuellement au niveau du continent. Merci à Judith pour cette invitation. Merci aussi à toute l'assistance. Alors, comme vous m'avez présenté, je m'appelle Mboulé Badji et mon rôle à Moukat Distribution, c'est de faire la promotion du livre. Et par promotion du livre, j'entends celui qui fera en sorte que les gens puissent avoir accès au livre, le connaître et, comme toute entreprise, bien sûr, le vendre. Donc, je vais essayer de répondre petit à petit à vos questions. Donc, par rapport à notre distribution, nous, on travaille parfois avec les maisons d'édition qui nous donnent les livres. On commande aussi par rapport à un livre qu'on connaît. On est une entreprise, on voudrait vendre. Moi, par exemple, mon rôle, je fais en sorte que le livre puisse être connu par nos clients. On essaie de le ventiler au niveau de tous nos points. Et Moukat, comme l'aime le dire notre directeur, c'est une toute nouvelle entreprise. Et cela fait partie de nos perspectives, c'est-à-dire peut-être ouvrir un département qui pourra accompagner les auteurs. Parce que pour moi, c'est ce qui manque au fait au Sénégal. Et il y a un travail en amont qu'il faut faire. Avant de parler de la vulgarisation du livre au niveau de l'Afrique et tout, il faudra qu'on ait une culture littéraire ici au Sénégal. Je pense que c'est ce qui nous manque. Je dirais qu'on est une minorité de gens qui aiment les livres. Et cette minorité-là est tellement petite que tu retrouves toujours les mêmes têtes. Ce sont les mêmes gens qui vont venir acheter le livre. Et donc, comment faire comprendre à une personne que ceci est important? Il y a deux choses qui se posent. D'abord, le livre représente, je ne sais pas, je vais mettre entre guillemets, un outil de luxe. Lire juste pour lire. Il y a des parents qui ne conçoivent pas le fait que c'est utile d'acheter un livre juste pour acheter. Et moi, c'est ce que je me tue à faire tous les jours. Parce qu'il faut expliquer aux parents que le livre, c'est une base de communication, d'information, qu'il ne suffit pas seulement d'acheter des livres didactiques. On ne parlera pas à ce niveau de prix, mais surtout de la compréhension de l'utilité du livre. C'est ce qui nous manque au Sénégal. Donc, c'est une politique à faire, surtout au niveau des tout-petits. Commencer à parler et peut-être qu'on espérera plus tard une génération plus consciente qui pourra parler du livre et que ce livre-là pourra être ouvert au niveau de toute l'Afrique, du monde et voilà, prendre son essor comme on le veut. Ensuite, l'autre question... Bon, moi, je suis de ceux qui pensent que le livre, d'abord, c'est une activité par excellence qui nous met dans une posture où, en fait, moi, je me sens utile, je me sens belle, magnifique quand je tiens un livre avec moi. Et pour rien au monde, je ne pourrais, au fait, comparer un portable, l'écran. Le portable va se décharger à un moment, le livre, il ne va jamais se décharger. On est d'accord.
Ensuite, le fait de toucher les pages. On vit l'histoire à travers les lignes. Parfois, on se perd, on prend son doigt, on touche. On a l'impression d'appartenir à l'histoire elle-même. Donc, ça n'a rien à voir avec le PDF. Et malheureusement, à chaque fois que tu présentes un livre, c'est ce qui revient. Y a-t-il PDF? Je n'ai pas le temps de tenir un livre. Je n'ai pas le temps de tenir un livre, c'est plus rapide et tout, mais attendez, ce n'est pas la même chose. Et ce qui revient au problème que c'est une culture. On devrait apprendre aux gens à aimer le livre, connaître ce que c'est que le livre. Je ne comprendrai jamais les gens qui disent « j'aime pas le livre ». Je ne sais pas. Moi, c'est une culture que j'ai reçue. J'ai eu un papa qui m'a toujours fait comprendre que le livre, c'était la base. Donc, moi, j'inviterai tous les parents aujourd'hui à faire de sorte que leurs enfants comprennent l'utilité du livre, qu'ils puissent, au fait, qu'ils puissent utiliser le livre comme leur meilleur ami. Moi, je n'ose pas sortir sans un livre, c'est mon meilleur ami. Je voyage avec le livre et vous voyez parfois dans le bus, j'ai un livre et les gens s'étonnent, alors que c'est ce qui devait être normal. Les gens ils me disent, mais toi tu viens de quelle époque? Comment tu peux lire? Un vieux un jour il m'a dit, c'est quand j'étais étudiant que j'ai vu quelqu'un lire dans un bus. C'est extraordinaire. Si seulement je pouvais revoir cette époque-là. Moi, en tant qu'une amoureuse du livre, je suis d'abord une rêveuse. Et j'ose espérer que cette époque-là viendra, peut-être reviendra, si toutefois tout le monde y met l'énergie qu'il faut. En fait, nous travaillons avec des fournisseurs. Le fournisseur peut être celui qui distribue pour l'auteur. Ça peut être aussi l'auteur lui-même ou bien la maison d'édition. Maintenant, chaque livre a son code et tout. Et chaque mois, on voit, selon les commandes qu'on va faire, quel livre se vend le mieux. Donc, en tant que distributeur aussi, je ne vais pas vous cacher qu'on va plus prendre ce qui se vend, la demande au niveau du marché. Parce qu'il y a des livres qui reviennent tout le temps. Tu commandes 10 exemplaires, tu les vends en une semaine. Donc, on est plus susceptible à commander encore. Et comme ça, nous, on va faciliter nos ventes parce qu'on ne va pas prendre des livres qui ne vont pas se vendre. D'où l'intérêt de la communication. Parce que les gens, c'est juste qu'ils ne connaissent pas le livre, mais c'est pas que... Pour moi, toute œuvre est bon à lire. Tout livre est utile. Donc, ce sera aux gens, au fait, de le connaître d'abord pour pouvoir... c'est la publicité qui manque. C'est juste cela. Ce qui est vraiment primordial, c'est vraiment que cette chaîne puisse être véritablement renforcée en termes de communication, en termes de marketing. Ousmane Ciss, ton ouvrage, ça fait pas un an qu'il est sorti? Oui, environ un an, oui. Environ un an. Oui. On peut savoir un peu comment il est classé aujourd'hui? Alors, ce qui est... mon livre a été en fait édité en France, ce qui ne change pas grand-chose parce que bon, l'Harmattan est aussi au Sénégal. Et malgré le fait qu'il soit classé dans une collection, donc la collection Écrire l'Afrique, donc ça normalement, ça apporte du prestige à un livre. Il y a assez peu d'efforts marketing faits par l'Harmattan. Que ce soit en France ou au Sénégal, il y a des accompagnements qui sont faits, qui sont très louables. Hein? Mais un livre, pour que les gens le lisent, il faut qu'ils le connaissent. Donc, quelle que soit la qualité du livre, si les gens ne sont pas au courant que le livre existe, ils ne vont pas l'acheter, ils ne vont pas le lire. Hein? Donc, sans rentrer dans le détail des chiffres, je suis toujours un peu comme Alassane dans la phase où j'essaie de faire connaître mon livre et son contenu pour que les gens s'y intéressent. Parce que je pense que c'est un livre de qualité et qu'il y a des thèmes qui sont chers aux Africains qui sont dans ce livre, qui sont chers à toute la jeunesse mondiale, des thèmes de solidarité. La solidarité est peut-être le thème essentiel de ce livre, mais il traite aussi de social, de politique, d'économique, d'historique. Donc c'est un livre extrêmement éducatif, il est romantique, poétique. Donc j'essaie en fait de parler de mon livre. Hein. Donc je ne sais pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, Les Derniers des Lâches est une fiction politique internationale qui part de cette tragédie historique majeure
qui est le génocide contre les Tutsis, perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994, qui a fait en 3 mois entre 800 000 et 1 million de morts. Mais la façon dont j'ai écrit le livre, mon livre est une réécriture de l'histoire. C'est ce qu'on appelle une uchronie en littérature. Donc on revient en arrière et on avance de façon beaucoup plus agressive envers le génocide et plus favorable à cette idée de solidarité. Donc j'essaie aussi d'alterner dans ce livre les phases de tension et de détente pour que le lecteur, malgré le sujet grave, lise un livre plein de vitalité et d'optimisme avec des histoires d'amour, etc. Donc, bon, cette parenthèse étant faite, oui, pour répondre de nouveau à ta question, Judith, non, il y a vraiment, le livre ne se vend pas suffisamment parce qu'il n'est pas suffisamment connu. Alors, il y a aussi les autres problèmes, la demande, comme tout le monde l'a indiqué ici, il y a un manque, il y a la culture du livre, et ça, c'est quelque chose qui va mettre du temps, mais qui peut aller très vite. Tout à l'heure, j'ai évoqué des pistes, les séries télévisées. D'ailleurs, il y a Calista qui, par l'intermédiaire d'une connaissance, va tourner donc une série et a proposé de placer mon livre en tant que produit et d'inviter l'auteur lors d'un épisode pour parler de son livre. Donc ça, je pense que ça va vraiment participer à booster en fait le livre. Parce que les gens regardent énormément les séries, il y a des millions de vues. Et si les gens se rendent compte que lire est une activité louable, ils se mettront à acheter des livres. Il y a ce que le gouvernement fait aujourd'hui, mais il y a aussi, à long terme, l'importance de la gratuité, de l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Au Rwanda, il y a un taux de scolarisation actuel de 98%. C'est ça qui va nous aider. C'est ça qui fera qu'à terme, les gens vont lire. Comme je disais tout à l'heure, et pour répondre vraiment au thème de ce café littéraire, pour arriver à vendre des best-sellers, il faut absolument que les pays, le modèle qui arrivera, qui nous permettra de faire ça, c'est un modèle qui nous permettra de nous développer, tout simplement. Donc ça, c'est le modèle. Donc il faut aller vers ça. Et ça prend du temps. Et ça demande des efforts. Et ici, tout le monde a un peu parlé des différents efforts qu'ils sont en train de faire dans ce sens, surtout au niveau de l'édition, au niveau de la distribution, au niveau des auteurs. Et voilà, il faut continuer dans ce sens. Mais ça va prendre du temps. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut tout simplement multiplier les espaces de lecture, afficher le livre, montrer son importance. Et voilà. Merci beaucoup, Ousmane. Le temps s'adoucit et voilà, c'est pour ça qu'on a ce vent agréable. Donc, est-ce que donc l'édition en langue wolof peut être aussi une alternative, une solution? Ou est-ce que véritablement faire des tapages médiatiques? Parce que moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on ait l'impression que le livre n'est pas un produit comme le reste. Donc, quand on le sort, on a comme l'impression que la communication doit être une communication très réservée, très timide. Voilà, il ne faut pas trop faire autant de bruit. Et est-ce que ce n'est pas aussi ça le frein véritablement de la littérature? Je pense que si on ne fait pas de bruit, le livre ne sera pas connu. Et s'il n'est pas connu, il va sans dire qu'il ne sera pas acheté. Tu ne comprends pas Wolof, mais balangani nam nefa. Alors, je pense que c'est important de faire du tapage dans la mesure où si on ne fait pas du tapage, le livre ne sera pas connu. S'il n'est pas connu, il ne peut pas être vendu. Et comme vient de le dire Mboulé, en tant que distributeur ou bien en tant que promotrice, elle préfère prendre les livres qui se vendent
un livre qui n'est pas connu ne peut pas être vendu. Donc quand le livre sort, ou bien même avant que le livre ne sorte, il faudrait commencer le tapage. Et quand le livre sort, continuer à faire du tapage pour que les gens le connaissent et se l'approprient. Maintenant, on ne peut pas sortir un livre tout de suite, le vendre tout de suite, qu'il ait un succès tout de suite. Je pense qu'en ce qui concerne le livre, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme le pain. Si quelqu'un qui vend du pain, il n'a pas besoin de faire de tapage. Les gens vont le trouver là où il est. Encore qu'ils sachent que la boulangerie existe. Oui, voilà. Donc je pense que le tapage, c'est important, c'est fondamental, il faut le faire. On n'est pas seulement corps, on n'est pas seulement esprit. Je pense qu'il faut nourrir les deux. D'où l'importance du livre et l'importance de la nourriture. Les deux nourritures sont importantes et vont aller ensemble. Parce que si vous voyez, je ne parle pas de femmes, je parle d'hommes, si vous voyez un grand gaillard avec des muscles saillants et qui n'a absolument rien dans sa tête, s'il vous donne un coup de poing, il ne vous a rien fait. Donc je pense que l'éducation par les livres est fondamentale. La culture du livre est fondamentale. Je ne cesserai jamais de le dire. Le livre est absolument important. Et je pense que le livre est également un moyen de lutter contre la violence. Je ne me lasse pas de le dire. Ceux qui sont des lecteurs, ceux qui ont un vocabulaire riche, ce sont les gens qui sont plus enclins à la conciliation. Parce qu'ils peuvent parler, ils peuvent discuter, ils ont des mots, ils peuvent expliquer. Et quand on vous explique, peut-être tu vas comprendre. Et en fin de compte, on va trouver un terrain d'entente. Mais si je n'ai pas de vocabulaire, si je n'ai pas de mots, si je ne peux rien vous expliquer, mais je vous donne un autre point, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc le livre, on ne parlera jamais assez de son importance. Il faudrait que les auteurs écrivent, il faudrait que les éditeurs publient, il faudrait également que les lecteurs achètent et il faudrait aussi penser à la gratuité du livre en ce qui concerne par exemple les bibliothèques municipales, les bibliothèques des collèges, etc. pour que le livre soit accessible à ceux qui doivent le lire. Il faut également avoir la culture de la lecture. Parce que si les parents lisent à la maison, l'enfant imite. S'ils voient les parents lisent et qu'ils prennent du plaisir par rapport à ça, eux aussi, ils vont l'imiter. Et donc, ils vont grandir avec l'amour du livre. Vous voyez parfois des gens qui ont de très très belles maisons, mais qui s'en enorgueillissent même. Mais quand vous entrez dans la maison, vous ne verrez pas un livre traîner, encore moins une bibliothèque. Je crois que c'est triste. En fait, si j'étais un artiste ou bien quelqu'un qui fait de la peinture ou bien quelqu'un qui fait des tableaux, peut-être là j'aurais dit que si vous entrez dans la maison et que vous ne voyez aucun tableau, c'est triste. Mais c'est le livre qui mène. Je suis dans le livre. Je veux que le livre se vende, je veux que le livre soit connu. Et donc voilà, donc le livre. Merci. Moi, j'ai encore énormément de questions à poser. Voilà. Donc, je voudrais vous laisser, le temps un peu de poser vos questions rapidement et puis qu'on puisse clore. Parce que le temps nous fait défaut. On a commencé très tardivement, malheureusement, cette commercialisation, la vente des livres et tout. Parce que best vendu, pour une petite maison d'édition, c'est un best-seller. Mais un chiffre en Afrique. Donc, il y a un véritable problème. Et il n'y en a pas. Donc, je continue les miennes. Oui. La maison d'édition vend pour un ouvrage 2000 exemplaires. On a eu à avoir des best-sellers ou bien les écrivains qui sont connus. Ils ne choisissent pas des maisons d'édition. Chacun fasse son rôle. Que aussi bien font que forment et ensuite qu'on fasse la promotion nécessaire et peut-être que Jim San au Sénégal a fait avec Philippe Ray, publié ensemble Mohamed Bougassar, ça peut être au début une solution. Je n'ai pas encore les moyens, mais je continue d'apprendre. Et à force d'apprendre, on finira par... Si on vous avait atteint ce chiffre, quel est l'auteur qui a atteint ce chiffre chez vous? Aucun? Alassane, combien à cette réflexion, juste peut-être pour apporter un point de vue complémentaire, parce que pour moi, ce qui est important déjà, c'est de voir comment on fabrique un best-seller. Je pense qu'ils l'ont dit, la communication est essentielle à ce niveau-là. Il ne s'agit pas de bien écrire, mais également d'être bien reçu avant même la sortie de l'ouvrage, justement. Je disais à un de mes éditeurs, je peux être un écrivain moyen, mais puisque je suis un produit, il faut me présenter de la meilleure des manières. Donc ça, c'est important. Je pense que quand vous voulez vendre, il faut déjà que le produit soit attrayant. Il faudrait également que l'éditeur lui-même puisse parler du livre. On a des foires au livre, donc des foires du livre que l'on organise. Il faudrait déjà que l'éditeur ait une maîtrise de chaque livre. L'auteur peut ne pas être là-bas,
mais un ouvrage peut également susciter une attention parce qu'on en a parlé d'une certaine manière. Ça veut dire également que dans tous les maillons de la chaîne qu'on vient de citer, il y a ce travail de critique littéraire qui est important. Donc je pense que les critiques littéraires également sont un élément essentiel parce que nous écrivons. Nous sommes très vaniteux en tant qu'écrivains, c'est ce que je dis à la famille. Hein. Quand je montre quelque chose, je dis, nous sommes vaniteux, nous écrivons, nous avons la prétention de partager, nous parlons de générosité. Mais il y a une forme de vanité également dans ce que nous faisons, c'est la vie. Mais il faut que cette vanité, elle puisse être donc réellement une prétention qui est justifiée. Et qu'est-ce qui justifie cette prétention? C'est la critique littéraire. Et cette critique, elle doit être objective. Mais on n'a pas de critique en général au Sénégal. Il y en a si peu. Et on en fait si peu dans nos ouvrages qui sortent. Et je pense que ça, déjà, c'est un premier étalonnage qui permet à l'ouvrage d'être connu avant qu'il ne sorte. Et aux auteurs d'être classés. Et là également, je parle de transparence. Malheureusement, quand on parle d'une certaine manière, on croit qu'on est en train de critiquer. Mais je pense que déjà, ne pas comprendre dans quelle mesure il y a en tout cas un classement qui est fait sur quelle base, donc les jurys qui se constituent. Je pense que tout ça également, ce n'est pas pour critiquer, mais simplement dire que si on augmentait la communication dans ce sens-là également, on aurait pu avoir une meilleure réception encore donc, de tout ce qu'on nous présente comme étant sans critiquer personne. Hein. Donc je veux dire qu'il y a quand même tout un environnement à retravailler. Et je pense que la problématique du prix également est importante. Le prix, il est cher. Au Sénégal, nous sommes un pays, pour ne pas dire sous-développé, en voie de développement. Ce n'est pas tout le monde qui peut mettre justement 10 000 francs, 15 000 francs dans un ouvrage. Ça veut dire que donc il y a quand même beaucoup de leviers sur lesquels il faudra s'appuyer et pour ne pas en tout cas mettre sur le tapis une formation de projet qu'on aurait. On a parlé du marketing. Le marketing, je pense que ça résume tout. Donc il y a quand même des éléments, même si je ne les pointe pas du doigt. Je pense qu'il y a certains qui sont énoncés, il y a certains qui sont également dits, mais il y a déjà ce problème lié à la présentation des produits, à l'étalonnage, à la transparence, au sérieux dans tout ce qu'on fait. Maintenant, il y a l'État qui est là également. Vous financez un ouvrage, vous donnez de l'argent aux éditeurs. Mais il faut que les éditeurs également, vous sachiez vous-même faire le travail pour dire que tel éditeur a été sérieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur la gestion axée sur les résultats et on demande aux éditeurs de justifier donc l'utilisation qu'ils ont fait de l'argent. Mais ce suivi-là doit être sur la qualité, doit être sur le nombre de ventes, doit être sur la promotion, les stratégies promotionnelles, doit être également sur l'existence donc de toutes les chaînes du livre jusqu'à ce que chacun fasse son travail. Et je pense que l'auteur également, s'il a une stratégie cohérente dans laquelle on veut l'embarquer, donc lui-même, par rapport au temps dont il dispose, il sera enclin à accompagner les éditeurs, mais il faut également que lui, il soit convaincu. Je pense que c'est important aussi. On n'a pas toujours le temps, donc je pense que mon ami Alsan l'a dit tout à l'heure, il faut beaucoup d'énergie, donc quelquefois on n'a que les samedis et les dimanches, mais il faut une stratégie qui convainc. Il faut qu'on soit convaincu que nous sommes tous ensemble, parce que le premier gagnant dans l'affaire, en tout cas dans l'immédiat, ce n'est pas l'auteur, c'est celui qui reçoit le plus petit pourcentage, même si on ne se focalise pas sur l'argent, je pense que c'est important quand même. Maintenant, il y a une vraiment solution importante que Madame Diop a dite, c'est simplement de voir également la collaboration entre maisons d'édition. Ça, on le dit tout le temps. Il faut également diversifier donc les stratégies. Le numérique, il vient appuyer le papier. Mais toujours est-il qu'il y a également donc le livre audio qui est là, les langues nationales qui permettent d'avoir un accès immédiat donc au livre. Alsan, c'est un prof d'anglais, il met en jeu un prof d'anglais, je pense que la traduction également. Il ne faut pas qu'on soit sur le minimum. Je dis souvent à certains éditeurs, vous avez des millions, mais vous pouvez gagner des milliards. Aujourd'hui, c'est cette approche conviviale, ambitieuse qui n'existe pas en général. Maintenant, celui qui investit, comme effectivement l'a dit Ndeye Codou, c'est assez risque et péril. Mais il faudrait quand même que nous fassions en tout cas plus de prise de risque et que nous récoltions plus. Voilà quelques éléments sur lesquels je voulais simplement rebondir, tout en sachant que ce n'est pas des paroles d'évangile. Tout ce que je dis également est à relativiser, évidemment. Et c'est l'auteur qui parle, évidemment, aussi. Merci. Juste résumer, puisqu'il n'y a pas d'autres questions. OK. Tout le monde, et c'est une auteure qui vient à la suite d'un autre auteur. Et je suis très heureuse cette surprise que j'ai faite aujourd'hui de retrouver Omar après 6 ans. Et merci à Alassane, mon jeune frère, pour ses mots bienveillants. Alors moi, c'est plus une contribution par rapport à tout ce qui a été dit globalement.
parce que l'éditrice a parlé et les écrivains aussi et le distributeur. Mais je pense qu'ici, ce qu'il faut relever et ce qui est important, Oumar l'a dit tout à l'heure, pour l'éditeur, c'est plus l'État, je pense, qui devrait veiller à plus de dynamisme. Quand je dis plus de dynamisme, c'est que il y a un fonds qui leur est destiné peut-être pour les aider. Eux, ils en bénéficient. Mais là, ça ne déteint pas sur l'auteur. Les écrivains ne sentent pas cette aide-là. Donc, c'est à l'État de revoir le process, hein, essayer d'avoir aussi un système d'audit, d'évaluation par rapport aux éditeurs. Pour les écrivains, je pense que Alassane et Madame Diop Ndekodou l'a souligné. Moi, ce qui m'a fait rire une fois dans un groupe WhatsApp, que je ne vais pas nommer, c'est que j'ai senti de l'exaspération. Et c'est cette exaspération qui m'a étonnée. Parce que lui, il est en train de faire la promo de son livre. Si on n'est pas intéressé, on passe. C'est pas forcé, il ne force personne. Mais c'est pour vous montrer un peu le niveau de dégoût qu'on a pour le livre, et Moulé l'a souligné. Et c'est dommage. Parce que je pense quand même que lui, il n'est pas appuyé parce qu'il te l'a dit subtilement, hein, que c'est l'éditeur qui pourra te répondre. C'est juste pour te dire que l'éditeur ne le soutient pas dans la promotion. C'est ça en réalité. Et donc c'est à lui de faire la promo. Mais pourquoi on voudrait maintenant lui refuser le droit de faire la promo de son livre? On ne l'aide pas, on le laisse faire sa promo. C'est ça en fait. Moi je dis, et il le fait de fort belle manière. Moi je le dis ici aujourd'hui devant ce parterre de distingués invités, parce que moi il m'a offert un tableau mural de la couverture du livre. C'était la première fois. Moi, j'en suis à 3 productions, 3 livres. Je n'avais pas cette idée-là. C'est-à-dire, quand on ne fait pas, moi, ce que je regrette, et je le vois, c'est pas pour critiquer les gens, mais quand on ne fait pas quelque chose et qu'une autre personne le fait à notre place, il faut savoir saluer les bonnes idées et voilà, passer. Mais on n'a pas cette bienveillance-là et c'est regrettable. Alassane, félicitations pour ça. Et maintenant, par rapport, globalement, nous écrivains, nous souffrons. C'est vrai qu'on est très imbus de notre personne, ça c'est un défaut, mais il faut nous le pardonner parce que quand même, l'écriture a cette part de mystique. C'est vous qui vous enfermez. Vous avez parfois, vous discutez avec quelqu'un, l'inspiration vient. Parfois, vous vous enfermez, ça vient. À un moment, ça monte. Ça vous monte à la tête. Si vous n'êtes pas simple, si vous n'avez pas cette humilité-là, ça vous grise en fait. Ça, c'est pas grave. Mais ce qui est important et ce qu'il faut reconnaître, c'est que les écrivains souffrent en fait. Vous vous enfermez, vous écrivez. Vous sortez votre livre. Pour nous, c'est nous qui payons, c'est-à-dire les auteurs qui sont édités. Au Sénégal en tout cas. C'est mon expérience. Et récemment, lors du salon féminin du livre, moi j'ai participé, j'ai animé le premier panel et c'était sur les droits d'auteur. Et quand le présentateur m'a demandé « Est-ce que vous vivez des droits d'auteur ?» Je lui ai dit, j'ai souri et je lui ai dit non. Je n'en ai pas besoin. Quand je dis je n'en ai pas besoin, c'est que je ne suis pas, contrairement à Mboulé, moi je ne rêve pas trop. Peut-être que je suis même pessimiste. Moi, je dis, je fais l'essentiel et je vais m'asseoir. Si mon livre, moi, je suis consciente de sa qualité. Donc, je ferai la promo. Et là, heureusement, ce qui nous aide, nous, jeunes auteurs, c'est qu'on a des amis journalistes, on a des contacts un peu partout. Et quand vous faites une émission avec Judith, Judith vous met en contact peut-être avec un autre ami, ainsi de suite. C'est ça qui agrandit et qui vous donne une palette de présentateurs, d'amis journalistes. Et au fil des ans, vous avez un carnet d'adresses qui vous aide. Mais Dieu sait que l'écrivain est au début et pendant et à la fin du process de son ouvrage. Moi, globalement, c'est ce cri de cœur-là que j'avais envie de lancer, peut-être relancer, entre guillemets, lancer à nouveau. Voilà quoi, globalement. En tout cas, merci pour ce panel. Merci d'écrire en Wolof prochainement. Il y a Egeo qui est là. Il y a les traducteurs, il faut faire travailler les gens. Il y a les traducteurs. Il n'y a pas un 5 francs à payer chez elle. Elle gère tout. Voilà. Et donc, on va conclure ce café littéraire avec chacun. Un dernier mot. Pas de questions aujourd'hui? Non. D'accord. Donc, on va commencer avec Monsieur 6. Ouais. Oui, donc, Judith, encore merci. Le thème était intéressant mais difficile. Très difficile parce qu'on est très très loin d'avoir des best-sellers en Afrique encore. Mais ça ne doit pas nous décourager.
Je veux dire que les auteurs que nous sommes sont pour beaucoup très optimistes, comme je le suis. Et ça se reflète dans beaucoup de nos œuvres. L'œuvre d'Alsan s'appelle d'ailleurs Un éternel optimiste. Les derniers des lâches, c'est une version du plus jamais ça des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Les derniers des lâches, on n'y arrivera jamais, mais c'est un horizon. Il faut vraiment que, comme je le transmets dans mon livre, comme d'autres le transmettent dans leurs livres, qu'on arrête de douter et qu'on y croit, qu'on se dise qu'on va y arriver et qu'on essaie de tout faire pour stimuler l'envie de lire chez les jeunes, chez les moins jeunes, qu'on vulgarise les livres. C'est sûr que pour revenir aux langues nationales, c'est pas parce qu'un livre sera édité en langue nationale qu'il sera un best-seller, parce que les gens ne lisent pas. Que ce soit en français ou en wolof, les gens ne lisent pas. C'est ça le problème. Le problème n'est pas... Mais par contre, je soutiens ce mouvement et la logique voudrait, et j'espère qu'on arrivera à cet horizon, à savoir que 95% de nos livres seront des livres écrits en langue nationale. Mais aujourd'hui, on écrit avec ce que l'on a, le français, qui est une langue qu'on aime, parce que c'est la langue qu'on nous a apprise et c'est une très belle langue, comme le sont la plupart. Voilà, merci. Merci beaucoup encore. Avant de dire mon mot de la fin, j'aurais préféré être là-bas. Parce que Omar et Dieyna ont parlé tous les deux de vanité. Effectivement, il y a une sorte de vanité. Il y a une sorte de vanité qui nous est propre, mais il y a également une sorte de vanité qu'on veut nous conférer. Et si on ne fait pas attention, ça va nous monter par la tête, comme Dieyna vient de le dire. Alors, quand j'étais là-bas, avant le début de la cérémonie, j'étais très à l'aise. Et je me disais qu'on pouvait peut-être continuer comme ça. Mais si on me met là, on me présente, on dit tel et tel, et ensuite on me pose une question, on me donne la parole. C'est comme si j'en savais un peu plus. Alors que chacun dans son domaine en sait un peu plus. Que si j'étais là-bas, ce serait peut-être une sorte de discussion entre amis. Et je crois que c'est préférable. Et là, il n'y aura pas de vanité. Alors, pour en revenir à ce qui nous réunit en ce moment, c'est-à-dire parler de best-seller et de l'économie du livre. Omar a parlé tout à l'heure, et c'est très important, qu'en fait, en ce qui concerne l'éditeur et en ce qui concerne l'auteur, ils sont d'abord des passionnés. Ce n'est pas l'argent qui les intéresse de prime abord. Je pense surtout en ce qui concerne l'auteur. Je pense qu'à cette discussion, il manque un acteur important qui est le libraire. Parce que je crois que l'auteur et l'éditeur, d'une certaine manière, travaillent pour le libraire. Parce que si moi, en tant qu'éditrice, l'auteur qui a imaginé son livre ou bien qui raconte son livre, il prend 10% des ventes. Le libraire prend les 30%. Et l'éditeur qui a investi l'argent du début à la fin. Je dis que l'auteur est en amont et en aval du livre. Mais l'éditeur est en amont et en aval de la fabrication avec son argent propre. Mais celui-là, il a financé tout le livre. Mais le libraire prend les 30%. Je pense que celui qui gagne immédiatement, ce n'est ni l'auteur, ce n'est ni l'éditeur, mais c'est plutôt le libraire. Et ça, sans risque. Parce que, oui, sans risque. Parce que si le livre n'est pas vendu, il le rend. S'il est vendu, il prend ce qu'il a à prendre. Et parfois même, il peut prendre l'argent de la vente pour s'acheter d'autres livres et vous payez dans 3 mois ou bien dans plus tard. Donc, je pense que le libraire, l'auteur et l'éditeur. En tout cas, pour les librairies au Sénégal. Et je sais que les livres de Joe sont présents dans toutes les librairies.
Que ça soit l'Harmattan, que ça soit Clair Afrique, que ça soit Quatre Vents. Les livres d'El Jaune sont présents dans toutes les librairies. Et nous travaillons également avec d'autres revendeurs. Mais en ce qui concerne la librairie, c'est 30%. Il y en a même qui vont jusqu'à te dire 35%, sinon je ne peux pas le prendre. Et il n'y a absolument aucun risque. Le livre n'est pas vendu, il te rend. Tu vas essayer de voir d'autres moyens de le vendre. Donc je pense que celui qui gagne immédiatement et tout de suite là, ce n'est ni l'éditeur, ce n'est ni l'auteur. Je pense que l'auteur, même si l'auteur aussi, Dieynaba, n'est pas intéressé par les droits d'auteur, je pense que de façon éthique ou bien juste de façon morale, l'éditeur a l'obligation de lui rendre compte, a l'obligation, même si il a 15 000 francs de droits d'auteur, qu'il les lui donne pour lui dire que ton travail est important, je sais que tu as su. Je pense que ceux qui savent ce que c'est l'écriture, ils ne vont pas voler un auteur. Moi, en fait, parce que je dis vol, parce que quand on écrit, je crois que c'est à la sueur, c'est avec son sueur, c'est avec son sang. Son âme, c'est vraiment l'âme de son être, en fait. Oui, c'est son être. Donc, quand on le valorise, je ne dis pas seulement avec les paroles, quand on le valorise avec quelque chose, si par exemple, Dieyna, tu sors un livre avec Edjo, à la fin de l'année, je te dis que tu as ici 15 000 comme droit d'auteur. Peut-être tu ne peux pas faire grand-chose avec 15 000, mais tu pourrais peut-être acheter un bic et quand tu regardes le bic, tu dis que c'est avec mes droits d'auteur. Ce bic n'aura pas la même valeur que le bic que tu as acheté quelque part avec un autre agent. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui est le fruit de ton travail, ce n'est pas du tout la même chose. Donc je pense que là, il y a énormément de travail à faire. Et on ne le dira pas assez. Il y a l'écriture de qualité en Afrique. Donc peut-être, si nous n'avons pas de best-seller, il y a d'autres pistes à interroger que la qualité du livre. Pour terminer, mon rêve est que l'éditeur vive de son métier. L'auteur également, même s'il fait autre chose aussi, qu'il puisse vivre de son métier ou bien de ses écrits. Et que le livre soit accessible à tous et à moindre coût. Je vous remercie. Alors, moi, merci à tout le monde. Merci à Judith pour l'invitation, pour l'improvisation. Hein? Je dirais plutôt une improvisation et merci. Et merci à ma très chère Moulé Badji qui m'a fait aussi honneur de présenter mon livre. Et elle a choisi un passage, peut-être que je pourrais la donner, qu'elle va lire, au lieu que moi, qu'elle va lire ça. Donc, tout le temps, elle me taquine l'écrivain aux belles écrits. Alors, maintenant, pour dire en fait, moi j'ai écrit mon livre en novembre 2022. Donc, j'ai terminé. J'ai édité le livre en novembre 2022. De novembre 2022 à actuellement en juillet 2023, j'ai vendu plus de 500 livres. Alors, je ne suis pas encore au best-sellers. Mais si un livre qui a fait moins de 12 mois, qui a été vendu à 500, plus de 500 ouvrages. Peut-être que d'ici à 2024, on pourra assister à un best-seller en Afrique et avec un éternel optimiste. Je suis optimiste. Alors merci et c'est le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup à Judith pour l'invitation. C'est en tout cas un réel plaisir de se retrouver ici. Moi, ce que je déplore est que nous restons toujours, je dirais, c'est toute la chaîne. Que ce soit l'éditeur, l'auteur ou bien nous autres libraires ou distributeurs. On a notre monde qu'on s'est créé, on fait des émissions, on fait aussi nos foires pour nous-mêmes. Je pense qu'on n'ouvre pas toutes les émissions qu'on fait à la télé. Ça reste toujours, depuis toujours, parce que moi quand j'étais enfant, je regardais Regard. Et beaucoup de gens me disaient comment un enfant peut aimer cette émission. C'est parce que moi, j'aimais le livre naturellement et que mon papa, on le regardait ensemble. Mais aujourd'hui, je vois que les émissions télé, c'est toujours la même chose, alors que les jeunes ont changé. Donc, il faudrait essayer de changer aussi notre manière de faire la pub, la communication et tout. Essayer d'avoir une façon plus fun. Moi, c'est ce que je fais à l'Harmattan. J'essaie de mettre toute ma féminité, de sorte qu'en fait, que les gens puissent voir autre chose et qu'ils puissent s'y intéresser. Parce que
l'intérêt, c'est qu'ils puissent acheter le livre. Et donc, à chaque fois que je présente le livre, après, ils me disent, voilà, j'ai bien aimé ton feeling, j'ai aimé ceci. Donc, je suis un peu intéressée par ton livre. Et là, ils veulent l'acheter. Et quand ils te demandent le prix, tu leur dis entre 12 000 et 15 000. Ils te disent, ah, ça c'est trop cher. C'est trop cher. C'est vrai que c'est cher. Ensuite, je viens à la question, le libraire, il a 30% et tout. On reste toujours sur l'édition sénégalaise africaine et tout. C'est cher par rapport aux autres. La concurrence, elle est là. Quand on prend des livres qui nous viennent peut-être d'autres pays, au fait, la commission, elle est plus importante. On est une entreprise, je me tue à mon œil. Donc, on a plus tendance à acheter ces livres-là. Il y a des éditeurs européens qui viennent. Ils te disent, je peux te céder jusqu'à 45%. 45 et 30%. Franchement, il n'y a pas photo. Et c'est ce qui est dommage. Moi, au fait, j'aimerais vraiment faire la promotion de tous les livres. Si j'avais ce pouvoir-là, je ferais la promotion de tous les livres. Tout livre mérite d'être lu. Pour moi, tous les livres se valent. Il suffit juste de bien en parler. Mais il faut aussi qu'on y mette un peu, qu'on allège un peu le prix. Le livre est un luxe jusque-là au Sénégal. Tout le monde ne peut pas s'offrir ce luxe-là. Et ça se remarque quand on fait des foires au niveau des zones reculées. Tu ne vends absolument rien. Et même les organisateurs se plaignent à te dire que nous autres libraires qui devons y participer pour vendre dans nos stands, on te dit on ne viendra pas parce qu'on ne va pas vendre. Et c'est juste parce que le livre est un luxe. Ces populations-là ne peuvent pas se permettre d'acheter un livre à 12 000 francs. Leur pouvoir d'achat ne leur permet pas parce que c'est juste un luxe. Et un luxe, on peut s'en passer. On est d'accord. Donc, moi, c'est ce que je déplore. Et après, j'invite tous les parents à lire parce que les enfants, ils n'écoutent personne, ils ne font qu'imiter ce qu'ils voient dans leur environnement immédiat. Donc, si on essaie d'avoir ces cultures-là avec nos neveux, nos nièces, nos voisins et tout le monde, je pense que, pas pour aujourd'hui, peut-être qu'on ne sera pas là, mais qu'on osera espérer un jour que l'Afrique, le Sénégal particulièrement, connaît beaucoup de best-sellers. C'est fort possible. Je reste une rêveuse. Et maintenant, elle va lire son point préféré, la force de la parole. Il ne faut pas pleurer ici. Hein. Non, je ne veux pas pleurer. La force de la parole. La parole construit. La parole déconstruit. La parole libère. La parole tempère. Elle a ouvert les cœurs pour le bien, instruit des ignorants, rappelé l'importance des siens face aux problèmes de tous les instants. Elle peut cependant être source de blessures qui engendrent des ruptures. Elle peut plonger les masses dans le désarroi qui se bornent à exprimer leur émoi. La parole a conduit au génocide, nous rappelant le pays des 1000 collines, une tragédie des homicides dans une Afrique orpheline. La force de la parole. Avec cette belle tranche d'amour, et l'amour est au commencement, au début de toute chose. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une joie pour moi d'avoir partagé ce moment avec vous, un moment plein d'amour. Un plaisir pour moi d'être aux côtés de Ousmane Ciss, auteur de Les Derniers des Lâches, Rwanda, le tournant, un livre à lire absolument. Et Alassane Koumé, un éternel optimiste, poète, qui nous parle de plein de choses, de son optimisme personnel aussi, et son optimisme plutôt. Donc, merci à Madame Deykoudou Fall d'avoir été avec nous, à Boulé Badji de Moukat Édition. Donc, merci à vous d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Merci à vous tous. Merci au Loman Ad de nous avoir accueillis. Merci à la Casamançaise de nous accompagner. Il y a de l'eau pour tout le monde. Donc, merci à tous et à la prochaine.